Mon père a été enlevé il y a 56 ans. Le cas a été enlevé à Paris le 29 octobre 1965, à l'instigation du pouvoir marocain, qui a trouvé des complicités au sein de la police française, des services secrets français, mais également des services secrets israéliens et probablement des services secrets des États-Unis d'Amérique. Enlevé en pleine journée et porté disparu depuis, Mehdi Ben Barka a une histoire faite de zones d'ombre et d'implications aux ramifications internationales. Extrêmement brillant, il avait des idées qui suscitaient de vifs débats. Héros et martyr pour certains, Mehdi Ben Barka irritait au plus haut point certaines puissances occidentales, mais aussi les dirigeants de son pays, en l'occurrence le Maroc. Cette défiance lui aurait coûté la vie. Décapité, démembré, enterré dans une fosse commune ou encore fondu dans de l'acide, telles sont les théories aussi nombreuses que loufoques concernant la disparition de M. Mehdi Ben Barka. Est-ce faux? Est-ce vrai? Il sera très compliqué de le savoir. Ce qu'il est sûr, c'est que ce jour d'octobre 1965, Mehdi Ben Barka a disparu et on n'a plus eu de nouvelles de lui depuis. Mais qui est donc Mehdi Ben Barka? Qu'a-t-il fait pour qu'on puisse lui en vouloir à ce point? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Kassoro, votre nouveau podcast qui raconte les petites histoires et les petites affaires du continent africain, de la communauté noire au sens large. Vous connaissez probablement cette histoire, si ce n'est pas le cas. Asseyez-vous confortablement, prenez un petit verre de jus d'orange. L'histoire de Mehdi Ben Barka, c'est maintenant. Kassoro, parlons de nos histoires. Paris, 29 octobre 1965. Aux environs de 12-13 heures, Mehdi Ben Barka est enlevé devant une célèbre brasserie parisienne nommée Le Lip. Deux hommes en tenue de policiers l'ont semble-t-il conduit dans une voiture et depuis, plus de nouvelles. Comme je l'ai dit précédemment, sur la disparition de ce monsieur, il y a de nombreuses théories. Celle qui ressort le plus souvent est l'idée selon laquelle il aurait été enlevé, assassiné, décapité et sa tête ramenée au Maroc pour être remise au commanditaire de son assassinat. Est-ce vrai? Est-ce faux? Il sera très compliqué de le savoir. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui découvrent l'histoire, il est primordial, voire important de savoir qui est donc Mehdi Ben Barka. Mehdi Ben Barka est né en 1920 au Maroc, issu d'une famille très modeste. Il n'a pas eu la chance d'aller à l'école comme son frère. Et tous les jours, il allait attendre son frère aux abords de l'école et pris par compassion, le maître de son frère l'a autorisé à suivre les cours. Le jeune homme s'est avéré être intelligent, voire très intelligent. Et très vite, il a commencé à sauter des classes et à avoir des notes excellentes, ce qui va l'amener à poursuivre ses études à Alger. Et à Alger, en 1940, il sera agrégé en mathématiques. Il deviendra par la même occasion le premier Marocain agrégé dans la discipline. Mais à Alger, Mehdi Ben Barka n'a pas étudié seulement que les mathématiques. Il s'est intéressé à la chose politique. Pour que vous puissiez comprendre un peu, il faut savoir qu'à cette époque, on est dans un contexte de colonisation. Et à cette époque, la Tunisie, le Maroc ou encore l'Algérie étaient sous le joug de la puissance coloniale française. Et à cette époque, il y avait un parti politique qui s'appelait le Parti du peuple algérien qui prônait des idées indépendantistes. Et très vite, Mehdi Ben Barka va commencer à adhérer à cette idéologie, à s'intéresser à cette idéologie. De retour au Maroc, il va très vite se joindre à une formation politique marocaine qui également lutte pour l'indépendance du Maroc. Cette formation politique s'appelle l'Istiqlal. Et c'est à travers ce parti politique que Mehdi Ben Barka va faire ses premières œuvres politiques, on va dire. Il sera arrêté, emprisonné et même assigné à résidence. Mais en dehors de sa vie politique, Mehdi Ben Barka connaît une ascension professionnelle, il faut le dire. Il commence à enseigner dans un collège de la place et il faut dire que parmi ses élèves, il y a un élève très spécial. En l'occurrence, un certain Moulay Hassan, fils du roi du Maroc Hassan V, qui deviendra par la suite le roi Hassan II. Le prince Moulay est réputé être très intelligent. Mehdi Ben Barka également très intelligent. Très vite, des atomes crochus vont naître entre ces deux. D'ailleurs, Mehdi Ben Barka et son parti vont âprement lutter pour que le roi du Maroc, Mohamed V, qui à cette époque était en exil, puisse revenir dans son pays pour récupérer son trône. Mehdi Ben Barka et ses compagnons de l'Istiqlal vont d'ailleurs œuvrer âprement pour l'indépendance du Maroc qui sera obtenue en 1956. Une fois que le Maroc est indépendant, il sera élu chef de l'Assemblée nationale. Petit problème, c'est que Mehdi Ben Barka a depuis longtemps cette vision où les Marocains doivent être logés à la même enseigne. Cette vision où il ne doit plus avoir d'oppression au sein du pays, que ce soit une oppression qui vient des Français ou que ce soit une oppression qui vient des Marocains. Et très vite, cette idéologie va faire face à, on va dire, de la résistance. Il y aura de nombreux hauts placés du pays qui seront contre
cette façon de penser de Mehdi Ben Barka. Bien évidemment, c'est un raccourci, il n'y avait pas seulement que cette façon de penser. Quoi qu'il en soit, il s'est fait des ennemis au sein du pouvoir marocain qui étaient pourtant ses alliés, on va dire. Dès cet instant, Mehdi Ben Barka va devenir une personne non grata. La conséquence majeure est que Mehdi Ben Barka va quitter l'Istiqlal pour créer sa formation politique, l'UNFP, l'Union nationale des forces populaires. Et à travers ce parti, il va commencer à promulguer, à faire l'apologie vraiment de ses idées. Mais très très vite, le pouvoir marocain va commencer à arrêter les membres du parti, à les traquer, on va dire, dans tous les sens. Et Mehdi Ben Barka sera contraint de s'exiler en dehors du pays. Mais la situation de Mehdi Ben Barka et l'UNFP va encore se compliquer suite à un événement très spécial. En 1961, le roi Mohamed V décède, monte sur le trône son fils et accessoirement ex-ami de Mehdi Ben Barka, qui est désormais son rival politique, en la personne du roi Moulay, qui est désormais le roi Hassan II. À peine un an après son arrivée, les tensions entre le roi Hassan II et Mehdi Ben Barka vont s'accentuer. L'UNFP sera traqué dans tous les sens, mais un an plus tard, le roi Hassan II dit officiellement vouloir dialoguer, vouloir instaurer la paix avec le camp de Mehdi Ben Barka. Des discussions sont entreprises, mais en 1962, il est accusé de complot contre le roi. Dès cet instant, il est contraint à aller une fois de plus en exil. Cet événement sonnera la fin de l'UNFP. Le parti sera littéralement dissous, les membres éminents du parti seront arrêtés, souvent éliminés, et ce sera la fin du parti, il faut le dire. Dès cet instant, Mehdi Ben Barka va élire domicile définitivement à l'extérieur du pays. Mais ce n'est pas pour autant que sa vie politique, ses engagements politiques seront stoppés. La vérité, c'est que Mehdi Ben Barka avait de bonnes raisons de fuir le pays. Le 16 novembre 1962, il échappe à un attentat quelque peu curieux. Officiellement, les autorités parlent d'un accident de voiture. Mais en réalité, son véhicule a été volontairement projeté dans un ravin par une voiture de police. On apprend plus tard que cet accident aurait été commandité par deux hommes de main du roi, en l'occurrence le général Oufki et le colonel Dlimi. Retenez bien ces deux noms, ils seront quelque peu importants pour la suite de l'histoire. Mais revenons à notre histoire. Mehdi Ben Barka, comme je vous ai dit, a quitté le pays. Il a élu domicile à Genève, mais il n'est pas seulement à Genève. Il bouge entre le Caire, entre l'Asie, entre l'Amérique et l'Europe. Il faut dire que Mehdi Ben Barka a trouvé des alliés. Il a trouvé des personnes qui ont cette même façon de penser, d'autant plus que le pouvoir marocain, à cette époque, avec le roi Hassan II qui a pu réunir son pouvoir avec le pouvoir politique, est plutôt proche de la droite française, donc gaulliste. Mehdi Ben Barka a une doctrine où il est beaucoup plus proche de M. Gamal Abdel Nasser, de M. Lumumba, de M. Che Guevara, bref, tous ces leaders-là qui sont opposés à la doctrine occidentale. Et dès cet instant, va être créé une sorte de consortium de pays tiers-mondistes qui veulent lutter contre la doctrine occidentale. C'est un raccourci, hein. Et cette alliance sera appelée la tricontinentale. Une sorte d'alliance entre les pays de l'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Et le fer de lance de la tricontinentale sera Mehdi Ben Barka. Autant vous dire qu'à cette époque, dans un monde bipolaire entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, cette approche politique sera très mal vue. Mehdi Ben Barka va se faire des ennemis au sein de la CIA, au sein des services secrets français, au sein du Mossad, mais également au sein du pouvoir marocain. Très très vite, le simple petit opposant marocain devient l'ennemi à abattre. Et ce détail est très important pour la suite de l'histoire. Mais revenons au Maroc. En mars 1965, il y a de violentes émeutes au Maroc. L'opposition se lève, il y a des émeutes très meurtrières. À la suite de tout ça, le roi Hassan II tente le dialogue, en tout cas officiellement. Il décide donc d'entamer le dialogue avec Mehdi Ben Barka. Ce dernier est même convié à revenir au pays. Mais son retour est conditionné par deux choses. Mehdi Ben Barka veut avoir des conditions de sécurité réunies pour son retour, ce qui est compréhensible, mais il ne veut pas collaborer avec le général Oufki, qui n'est plus qu'un simple général. Il est devenu le ministre de l'Intérieur de M. Hassan II, et d'ailleurs son homme de main. Bien évidemment, ces conditions ne seront pas acceptées et son retour ne sera pas possible dans ces conditions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès cet instant, Mehdi Ben Barka vient de se faire un ennemi très sérieux. D'autant plus que le général Oufki ne l'aimait pas, on va dire, mais il vient de se mettre un autre ennemi, et non des moindres, à dos.
À partir de cet instant, se met donc en place une constellation d'éléments très sordides, très meurtriers, qui vont potentiellement s'allier pour éliminer M. Mehdi Ben Barka. La conséquence immédiate est que le 29 octobre 1965, en pleine journée, dans les rues parisiennes, Mehdi Ben Barka est enlevé par des policiers. Il est emmené dans une voiture banalisée et depuis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus eu de nouvelles de lui. Que s'est-il passé et pourquoi? Il a fallu attendre pratiquement 1 an pour qu'il y ait un procès au cours duquel on apprendra que la disparition de Mehdi Ben Barka est l'œuvre d'une association très spéciale, on va dire, des policiers, des hommes des services secrets français et marocains, des têtes pensantes du grand banditisme parisien. Toute cette ligue s'est associée pour pouvoir potentiellement éliminer M. Mehdi Ben Barka. Les informations, on n'en a pas beaucoup. Ce que l'on sait pertinemment, c'est qu'un homme du nom de Antoine Lopez serait le cerveau de ce plan machiavélique. Ça va rester comme ça. Antoine Lopez sera le seul qui va réellement écoper d'une peine de prison, en l'occurrence 8 ans de prison, ni plus, ni moins. Les informations sont très floues, les informations ne fuitent pas, d'autant plus que la disparition de M. Mehdi Ben Barka cache plutôt une affaire d'État. L'État français et l'État marocain et d'autres entités aussi puissantes se seraient associés pour faire disparaître ce monsieur. Quoi qu'il en soit, il faut attendre 1993 pour que cette histoire puisse être relancée. En fait, en 1993, un homme du nom de Ali Boureka, un Marocain qui était opposé au roi Hassan II, qui avait été emprisonné dans une des nombreuses prisons secrètes du pays, sera libéré. Et ce dernier va lâcher un témoignage qui va remettre les enquêteurs sur des pistes. En effet, il affirme avoir vu des Français dans les cellules voisines qui correspondraient effectivement à 3 des 4 truands français qui seraient impliqués dans la disparition de Mehdi Ben Barka. Dès cet instant, les dés sont relancés. Mais pour que vous puissiez comprendre tout ça, vous devez vous dire d'où sortent ces truands, pourquoi un prisonnier relance l'affaire. Pour que vous puissiez comprendre tout ça, reprenons un peu ce plan machiavélique qui a été fomenté pour pouvoir éliminer M. Mehdi Ben Barka. Et vous verrez que les choses sont très très sombres. Dans cette vidéo, on ne va pas forcément entrer dans tous les détails parce que ce n'est pas une vidéo d'enquêteur de police. On n'a pas la prétention de faire ça et ce n'est pas notre compétence. C'est une vidéo pour que vous puissiez comprendre un peu le plan sordide, sombre et machiavélique qui a été mis en place pour pouvoir éliminer un homme qui a eu le malheur de s'opposer aux idées de certaines personnes à l'époque. Comme je l'ai dit, nous sommes au soir des années 60, le roi Hassan II arrive au pouvoir. Il savait que lui et Mehdi Ben Barka ont des relations très très tendues, politiquement il faut le dire. Il savait également que M. Mehdi Ben Barka fait partie des hommes de la tricontinentale. Il s'avère aussi que M. Mehdi Ben Barka a prévu le sommet de la tricontinentale le 10 janvier 1966. Autant vous dire que si il advenait que ce dernier disparaissait avant ce 10 janvier 1966, ça ferait l'affaire de la CIA, ça ferait l'affaire des services secrets français, ça ferait l'affaire du Mossad et ça ferait l'affaire également de certaines personnes haut placées au Maroc. Rien que ça. Coïncidence ou pas, à partir de cet instant, va commencer un plan très très sombre pour pouvoir éliminer M. Mehdi Ben Barka. Alors, Ben Barka est élu domicile officiellement à Genève. Genève n'est pas dans le champ d'action des services secrets marocains et français. Disons que c'est possible de l'éliminer comme on a éliminé M. Félix Moumié, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il faut le faire venir en France où les choses seraient beaucoup plus faciles. Dès cet instant, on a une idée très très sombre. On va essayer d'atteindre Mehdi Ben Barka sur sa fibre patriotique. Ils vont donc s'asseoir et penser à un projet de réalisation de documentaire sur la décolonisation. Et ce projet de documentaire serait proposé à Mehdi Ben Barka pour collaboration, pour qu'il puisse participer à ce projet. Bien évidemment, M. Mehdi Ben Barka est très intelligent, donc on ne pourra pas l'avoir avec un projet qui semble fake, on va dire.
Ils vont commencer donc à mettre en place un projet de vrai faux documentaire. Pour un projet d'une telle envergure, il faut trouver un journaliste de renom. On trouve donc un journaliste qui s'appelle M. Philippe Bernier, qui est un journaliste de la gauche, donc qui est politiquement sur la même longueur d'onde que M. Mehdi Ben Barka. Ce dernier ignore même qu'il est dans une machine meurtrière. Ça, c'est le premier point. Mais qui dit documentaire dit scénariste. Il faut prendre donc une vraie scénariste. On va donc prendre Madame Mac, qui est une scénariste qui fait partie du gratin parisien, on va dire. Elle-même ignore qu'elle fait partie d'une machine meurtrière. Donc le projet devient de plus en plus crédible. C'est là où vous voyez que on voulait vraiment éliminer M. Mehdi Ben Barka. Parce qu'on a pris également un metteur en scène connu, de renom, qui, quand son nom est associé à un projet, ça donne du poids et de la crédibilité. On fait donc venir M. Georges Franju. Ce dernier est un metteur en scène et on l'implique dans le projet. Pour finaliser tout ça, quoi de mieux que de trouver un producteur? On fait donc venir un homme qui s'appelle Georges Figon, mais qui n'est pas producteur. C'est un truand, un repris de justice, du grand banditisme parisien, mais qui est un beau parleur. Donc, tous ces éléments sont réunis pour pouvoir convaincre Mehdi Ben Barka. C'est d'ailleurs Philippe Bernier, journaliste, qui fera plusieurs déplacements à Genève pour parler du projet à M. Mehdi Ben Barka. Et bien évidemment, ce dernier sera séduit par le projet. Il va même proposer un nom pour le documentaire. Mais il faut qu'il rencontre le producteur. Rendez-vous est pris à Paris. Dès cet instant, Mehdi Ben Barka ignore qu'il vient de mordre à la maison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que je parle, je vous dis, on a fomenté un piège. On a fait ça, on a fait ci. Et vous devez naturellement vous demander, c'est qui on? Alors, je vous avais dit qu'il y avait un homme qui avait été arrêté, M. Antoine Lopez. M. Antoine Lopez n'est tout autre qu'un chef d'escale à l'aéroport d'Orly. Mais en réalité, c'est un membre des services de renseignement marocains et français. Il fait partie de la DGSE du secteur 7, un département qui est l'équivalent de la CIA ou du KGB. Donc c'est un élément très important. Mais ce n'est pas tout. C'est que lui-même a été recruté par un homme qui s'appelle Labri Stouki. Labri Stouki n'est tout autre qu'un pseudo. Il a fallu peut-être 20 ans, voire 30 ans pour savoir qui était derrière ce pseudo. Je ne vous dirai pas dans cet épisode parce que ce ne sont pas des éléments qui sont vérifiés à 100%. Donc, évitons de spéculer sur ce genre de choses. Petite précision au passage, monsieur Stouki, dont vous retrouverez facilement le vrai nom sur la toile, était un homme de main du général Oufki. Le général Oufki étant lui-même l'homme de main de monsieur Hassan II. Je pense que vous avez assez d'éléments pour potentiellement faire des liens. Mais voilà un peu le manège meurtrier qui a été mis en place pour éliminer monsieur Ben Barka. Je rappelle également que dans les nombreuses thèses qui étaient sur la toile, qui étaient dans les bruits de couloir, il a également été évoqué le fait que monsieur Oufki ait été la personne qui ait poignardé éventuellement monsieur Ben Barka. Même si cette thèse a été confirmée par certains témoignages, son heure d'arrivée à Paris et la mort potentielle de monsieur Ben Barka ne coïncident pas forcément. Il y a également la théorie selon laquelle M. Ben Barka aurait été envoyé dans une maison de la banlieue parisienne d'un grand bandit appelé M. Georges Boussèche. Ça a été vérifié par contre. Donc voilà quelques éléments que je me refuse d'approfondir parce qu'on est quand même sur une affaire d'État très sérieuse. Quoi qu'il en soit, ce sont ces deux personnes qui vont être les cerveaux de ce piège machiavélique. Ce sont ces deux personnes qui vont recruter les metteurs en scène, les producteurs, les scénaristes, les journalistes. Ce sont ces deux personnes qui vont faire tourner la machine meurtrière. Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka décolle donc direction Paris. Il a rendez-vous avec Bernier, Franju et Figon. Les éléments importants de ce projet de documentaire à Paris. Le rendez-vous est prévu à la brasserie Lip à Paris. Il arrive donc à Paris, il dépose ses affaires chez un ami et il rencontre un jeune Marocain étudiant qui s'appelle Monsieur Tami El Azemouri. Ces deux-là vont donc se rendre au point de rendez-vous, mais sauf que
La présence de ce jeune Marocain dérange beaucoup le déroulement de ce plan. Monsieur Mehdi Ben Barka arrive aux environs de 12h, 13h. Il attend devant la brasserie. À cet instant, 2 hommes en tenue de policier vont s'approcher de lui et vont lui suggérer de les suivre dans une voiture de police banalisée qui est stationnée. Le jeune Marocain sera reconduit lui à distance, on va dire, et la voiture partira sans aucune nouvelle. Je dis bien sans aucune nouvelle. Autre fait troublant, c'est que M. Mehdi Ben Barka n'a même pas été apeuré, comme s'il avait confiance aux personnes qui suivaient. La suite de l'histoire est faite de beaucoup de spéculations. D'autres disent que M. Mehdi Ben Barka a été ramené dans un pavillon où il a été torturé. Certaines personnes parlent du fait qu'il serait mort accidentellement. Certaines personnes même disent qu'il a été décapité, que sa tête a été ramenée au Maroc pour être présentée au commanditaire de tout ça. Alors, faisons très attention. Je ne vais pas me lancer dans des accusations, à donner des noms que la justice n'a même pas encore donnés. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez de la suite dans les idées pour comprendre un peu là où je veux en venir avec cette histoire. Le plus triste dans cette histoire, c'est que M. Mehdi Ben Barka, on ne saura jamais s'il a été réellement assassiné. On ne saura jamais où est sa dépouille mortelle. Des enquêtes ont été faites, des témoignages ont été donnés. Il semblerait qu'il aurait été effectivement assassiné, qu'il aurait été décapité, que sa tête aurait été enterrée dans une prison secrète du Maroc. Quoi qu'il en soit, cet homme a été assassiné pour ses idées. Je dis bien pour ses idées. Je vous raconte cette histoire parce que c'est très important que vous connaissiez l'histoire de Mehdi Ben Barka, parce que c'est l'histoire d'un homme qui avait des convictions. C'est l'histoire d'un homme qui avait des idées. Il n'est pas question ici de dire que c'est un homme idéal, que ce serait le président idéal pour le Maroc, mais il est très important pour nous de vous montrer des histoires où des gens ont eu le malheur d'avoir des idées qui allaient aux antipodes de certaines personnes qui sont érigées aujourd'hui en héros, de certaines personnes qui sont érigées aujourd'hui en exemple de démocratie. Et M. Mehdi Ben Barka a perdu potentiellement la vie pour s'être opposé à une façon de penser. Je vous fais comprendre que on pouvait perdre la vie, on peut toujours perdre la vie pour une opposition de pensée. Mehdi Ben Barka, depuis octobre 1965, sa famille n'a pas vu sa dépouille mortelle. Sa famille est toujours dans l'ombre, sa famille est toujours dans la douleur. Son fils le plus grand est devenu également un éminent intellectuel en mathématiques. Mais c'est ça l'histoire d'un homme qui s'est battu, qui avait des idées pour son pays, peut-être bonnes, peut-être mauvaises. Mais est-ce qu'elle justifiait d'avoir une fin aussi triste? Je ne pense pas. Autre fait troublant dans cette histoire, c'est que, comme si on voulait nettoyer vraiment tous les témoins de cette histoire, M. Georges Figon, ce bandit de renom, est mort en 1966, soi-disant par suicide. L'étudiant dont je vous ai parlé, Azimouri, est mort en 1983, soi-disant par suicide. Le général Oufkir, fait des lances de cette fameuse politique, également potentiellement impliqué dans l'assassinat de M. Mehdi Ben Barka, parce que le lendemain de l'arrestation de M. Mehdi Ben Barka, il se serait rendu à Genève pour ouvrir un des coffres où M. Mehdi Ben Barka aurait des documents confidentiels. Ce général Oufkir est également mort en 1983, soi-disant de suicide. Le colonel Dilni, également proche du général Oufkir, est lui aussi mort dans un accident de la circulation de source officielle. Autant vous dire qu'on est dans une histoire qui n'est pas simplement l'histoire de l'assassinat d'un leader politique. C'est une double affaire d'État. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la justice n'a toujours pas statué parce que la justice est affaiblie. Elle n'a pas tous les éléments. À chaque fois que les enquêtes sont lancées, elle est freinée. Voilà l'histoire d'un homme qui est diversement apprécié. Certains Marocains le considèrent comme un héros, d'autres le considèrent comme un traître, mais en aucun cas, pour des idées, pour des façons de penser, il ne méritait cette fin. J'espère vraiment que vous avez aimé ce nouvel épisode de Kassora. N'hésitez vraiment pas à liker, à regarder,
à aller écouter sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, toutes les plateformes. Donnez la force à ce podcast parce que je l'ai lancé, ça fait le 3e épisode et il faut dire que le nombre de vues n'est pas aussi élevé que sur les vidéos normales de la chaîne. J'espère vraiment que vous avez aimé. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.